de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans Perles de Culture. Un Perle de Culture qui commence avec un petit détour par le cinéma avec Louis, mais sans Anne, qui est en vacances. Et vous pouvez la saluer sur les plages toulonnaises, ou en tout cas sur les hauteurs toulonnaises. Et en parlant de hauteurs, nous allons nous-mêmes affronter avec Louis les hauteurs du cinéma, et avec ce film dont nous avons déjà parlé la semaine passée, ce film qu'on ne peut pas ne pas aimer, et que pourtant nous n'avons pas aimé. J'ai nommé La La Land. Louis, vous avez un avis qui est peut-être encore pire que le mien. Alors, on vous écoute. Je ne sais pas, Maxime, mais effectivement, La La Land, le meilleur film de 2017, sorti en janvier, effectivement, est extrêmement décevant. Si on s'attendait à un film remarquable. C'est donc une comédie musicale, vous en avez déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Je trouve le scénario extrêmement poussif, vraiment, il n'y a pas grand-chose. C'est hyper kitsch, il n'y a pas plus kitsch. Alors c'est très étonnant de la part de ce réalisateur, Damien Chazelle, qui par ailleurs a fait de très bonnes choses, et par le passé, ou il y a 2 ans je crois, vous en aviez parlé, oui, nous en avions parlé effectivement sur ce plateau, et nous avions aimé. Et oui, et donc c'est quelqu'un qui a du talent, c'est incontestable, on le voit d'ailleurs, la mise en scène est souvent plutôt bien maîtrisée, mais à part effectivement quelques côtés oniriques, vaguement oniriques dans certains décors, mais qui font un peu carton-pâte, on voit mal l'intérêt du film. L'histoire, l'amourette est extrêmement originale, effectivement. La petite jeune actrice ratée, c'est peut-être tout ce qu'il y a d'intéressant en mettant Emma Stone dans le rôle d'une actrice ratée, et de Ryan Gosling, que l'on voit au volant de sa voiture, mais pour une fois pas pour faire des courses-poursuites, du moins en voiture. Certes, qui est donc un jazzman raté. Un jazzman raté lui aussi, finalement tout le monde est raté dans ce film, et le film est raté. Pour moi en tout cas, il est raté, c'est bien dommage, parce que il y a incontestablement des petites trouvailles de mise en scène au niveau du piano, le pianiste, mais dans le contexte de ce film, ça retombe un peu à plat, on ne voit pas vraiment l'intérêt, et puis bon quand même, la fin, et on ne va évidemment pas la gâcher, donc on ne va pas trop en parler, mais la fin est quand même là où on aurait pu s'attendre à quelque chose, quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Finalement, il n'y a rien. Donc, je suis... Moi, je vais vous faire une confidence. Louis, je suis allé voir le film un mardi soir sur les Champs-Élysées, et croyez-moi que quand vous sortez à presque 1h du matin sur les Champs-Élysées, qui est quand même l'endroit le plus déprimant de Paris, après avoir vu ce film, autant vous dire que vous avez autant envie d'aller faire la fête que de vous jeter dans 3 kilos de frites grasses de chez McDonald's sur les mêmes Champs-Élysées. Vous voyez un petit peu le niveau de l'enthousiasme que suscite le film. Moi, ce qui me met toujours mal à l'aise, c'est les injonctions. C'est-à-dire, on m'explique à longueur d'affiche, vous ne pouvez pas ne pas aimer, c'est le film de l'année, c'est extraordinaire, etc., etc. Donc évidemment, ça suscite la déception. Et puis, tous ces effets... On va chercher, en fait, dans notre mémoire presque reptilienne, le bon souvenir qu'on a gardé du vieux film, ou le bon souvenir des Demoiselles de Rochefort. Et puis donc, on nous force un petit peu. Vous voyez, moi, c'est un peu le même procédé, quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est, par exemple, quand l'acteur nous parle. Il nous contraint, il nous attrape comme ça pour nous contraindre à être avec lui. Donc, suscite déjà, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une connivence qui, pour moi, trahit le message du film. C'est en tout cas très rarement maîtrisé. C'est à peu près du même genre que, vous savez, quand on pense à ce héros, sa femme est morte dans d'atroces souffrances, et parfois, quand il s'endort, on voit son corps qui flotte dans les airs. Bon. Ça, c'est vraiment tous les procédés cinématographiques qui m'horripilent. Mais il y en a des réussis tout de même. Il y en a des réussis, mais en l'occurrence, La La Land ne l'est pas. Non. Alors, nous avons vu un autre film que nous n'avons pas tellement aimé, et dont on fait pourtant des choux gras. C'est un film qui a aussi une grande actrice, pour le coup, Nathalie Portman, et qui s'appelle Jackie. Voilà, du nom de la femme de Alors, pas du Kennedy. Pas du grand joueur de boules de mon doubleau, mais de la femme de feu le président Kennedy, et surtout de Nassis derrière. Alors, racontez-nous peut-être en 2 mots ce film, qui est une biographie de Voilà, c'est ce qu'on appelle le biopic, réalisé par Pablo Larraín, qui est celui très connu aussi le mois précédent, en janvier, était sorti son Neruda en France. Il est plutôt dans une veine, visiblement,
de recherche autour de personnages. C'est intéressant, l'idée est plutôt intéressante de proposer un film sur quelqu'un qui finalement, même si elle a bien marqué, beaucoup marqué le peuple américain par son aide, son implication aussi dans l'image, l'exploitation de l'image de son mari. C'est donc assez intéressant finalement. Il y a d'ailleurs tout un jeu au fur et à mesure du film avec des images d'archives et des reconstitutions avec des caméras et des images qui ont de la patine. Donc c'est plutôt intéressant, ça a du charme, incontestablement. Et l'actrice portée à l'écran, Nathalie Portman, d'abord est extrêmement convaincante, est très belle, dans tous les sens du terme. Elle interprète une Jackie, c'est vrai, tout à fait convaincante. Très très bien. Et Nathalie Portman a vraiment donc, du talent. Donc si le film cherchait à mettre en avant le talent de Nathalie Portman, c'est réussi incontestablement. C'est une belle audition pour moi, malheureusement, parce que on s'embête un peu. Voilà, le film est extrêmement long. Le procédé très classique, en soi, il ne faut pas le rejeter comme tel, mais très classique du flashback, du fonctionnement par flashback, au bout d'un moment, nous ennuie un peu. Les moments avec le journaliste, dont j'ai oublié le nom de l'acteur qui le fait, sont finalement, retombent à plat, sont pas très intéressants, s'étiolent au fur et à mesure du film. Et c'est vraiment dommage, parce que là, à nouveau, je dirais qu'il y a de beaux acteurs, il y a une idée intéressante, prendre une femme qui finalement n'est pas extraordinaire, mais qui a un destin, finalement hors du commun. Je ne dirais pas extraordinaire, mais hors du commun. Non, voilà, hors du commun. Et ça, c'est intéressant. C'est un pari osé, mais toujours intéressant dans l'art que de prendre les gens du commun pour les ériger en personnages de la fiction. C'est très intéressant. Malheureusement, là-dedans, les personnages ne suffisent pas à combler le manque finalement de scénario. C'est toute une plongée dans la psychologie de Jackie et finalement qui ne va pas plus loin. Et honnêtement, je me suis quand même beaucoup ennuyé. Très intéressante et qui est même en plus assez triste. Il faut bien dire qu'on n'en sort pas avec le sourire aux lèvres. Non plus. Je dois vous dire que quand je vais au cinéma, c'est plutôt pour essayer de trouver soit un éclair de génie, soit un moment de bonheur. C'est rarement, surtout quand on va, comme moi, aux séances plutôt autour de 22h, c'est rarement pour rentrer me coucher avec dans la tête les images sordides de l'assassinat du président Kennedy. Et donc, de ce point de vue-là, je ne dis pas chapeau, même si Nathalie Portman est vraiment très convaincante, mais on sait depuis longtemps que c'est une grande actrice. Donc, ça n'est pas tellement une surprise. Moi-même, j'ai vu un film, alors, tout à fait mauvais, mais assez amusant, qui s'appelle Red Dingue. Alors, Red Dingue, c'est évidemment une histoire d'amour. Alors, ce n'est pas Red Dingue de toi, c'est Red Dingue à cause du Red. Vous savez, ce fameux groupe de police, d'intervention, notamment dans le cas des prises d'assaut et autres risques terroristes. Et donc, on suit une policière assez banale qui s'appelle, je crois, l'agent Pasquali. Alors, assez banale et en même temps pas très banale parce qu'elle est assez maladroite. C'est un peu la Pierre Richard, si vous voulez, de la police nationale. C'est un peu la tocarde d'une certaine manière, mais pas de chance, son père est ministre de l'Intérieur. Bon. Et cette fille va se marier avec un riche héritier, mais en fait son rêve c'est d'entrer au RAID. Donc elle s'entraîne, elle a été refusée une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Et en fait, on sent qu'elle est prête à s'engager dans la Légion étrangère. Oula. Et donc son père va voir le patron du RAID et lui dit « Si vous voulez sauver votre budget, vous prenez ma fille, vous la prenez 6 mois en formation, vous la dégoûtez, elle rentre ». Elle épouse son mari et en gros, elle fait d'Adam au foyer et tout le monde sera très heureux. Et donc, arrive cette fille au centre de formation où elle va avoir un formateur qui est Danny Boone, qui interprète, alors qui nous a habitués à des films assez légers, mais souvent des succès populaires. Qui peuvent marcher par ailleurs. Lui interprète un homme totalement déçu par les femmes, assez misogyne, il faut le dire, qui veut en gros sa peau. Et alors qui s'appelle lieutenant Froissart, mais qu'on appelle lieutenant Poissard, parce qu'il y a toujours des grands succès. Et donc voilà, on vogue tout au long du film sur des scènes à la fois burlesques et parfois un peu plus profondes, qui va donner lieu donc à une histoire d'amour entre cette fille et le personnage joué par Danny Boone, et en même temps cette fille qui est finalement assez attachante, c'est-à-dire qui fait de nombreux efforts pour réussir à s'intégrer au RAID, va réussir contre toute attente. Alors,
il n'y a pas grand-chose à tirer de ce film, hein. C'est vraiment très léger, on passe quand même un bon moment. Il y a pour moi un point négatif qui est qu'en fait, il y a un groupe terroriste plus ou moins serbe que la fille, évidemment, va se laisser embringuer dedans sans découvrir que ce sont les méchants, donc elle devient copine avec l'un des méchants. Il y a une scène assez burlesque et même assez pathétique qui est que le méchant, à un moment, se fond dans la gay pride pour arriver à cambrioler un truc, donc on le voit déguisé en drag queen, parce qu'il faut appeler un chat, avec son copain. Donc tout ça sonne assez faux. Donc ces 10 minutes-là sont vraiment grotesques. Mais par contre, à la fin, donc il y a une réunion des chefs d'État étrangers et cette fille va réussir à sauver les chefs d'État étrangers des fameux Serbes qui veulent les exécuter. Ça se passe à Volvicomte. C'est tout de même assez original. Et il y a une scène assez rarement vue au cinéma, puisque d'ordinaire, Volvicomte, c'est toujours, vous savez, même dans James Bond, c'est ce lieu merveilleux. Et là, il y a une scène où les méchants, en gros, vont essayer, déguisés en Louis XIV, vont jeter des missiles sur Volvicomte qu'on voit en flammes. Ah, donc il y a quand même de l'originalité. On voit Volvicomte en flammes. Donc les effets spéciaux sont assez réussis. Je pense que la moitié du budget du film a dû passer là-dedans. Mais rien que pour la fin, grotesque, hein. Bon. Mais Volvicomte en flammes avec ce méchant à son accent serbe déguisé en Louis XIV qui envoie des roquettes, en plus, autant vous dire que des roquettes pour tuer des gens qui sont réunis sur une table en train de dire, ça n'a absolument aucun sens. On met une bombe, on les tue à la Kalachnikov, mais on ne met pas une roquette qu'on tire dans les toits pour buter des gens. Finalement, donc on reste dans le ton de la comédie. C'est assez burlesque, c'est une vraie comédie. Bon, on a un président de la République qui en prend pour son grade aussi. Enfin, tout ça est assez amusant. Bon, ça n'est évidemment pas du grand cinéma, c'est sponsorisé par TF1, ce sera donc un bon mardi soir TF1. Si vous avez la télé, notez-le pour l'année prochaine. On peut faire son passage en même temps ou éventuellement en profiter pour faire sa déclaration d'impôt. Enfin, ça ne mobilise pas une maîtrise des neurones totale, hein. On peut s'accorder des moments de joie en parallèle, mais malgré tout, ça n'est pas un film déprimant. Donc, quand on a vu Jackie et quand on a vu La La Land, eh ben, je vais vous dire que ça fait presque du bien. Et surtout, on s'attend à un film médiocre, et c'est un film seulement moyen, de sorte que la surprise est bonne. Bon, écoutez, j'irai peut-être le voir, finalement. Donc, pourquoi pas, dans un moment de solitude. Alors, on va terminer avec un excellent film. Ah oui, mais malheureusement... dont je crois Anne voudra parler la prochaine fois, parfait. Qui est Silence. Et c'est un film qui suscite, à mon avis, de nombreux propos. Alors ça se passe au XVIIe siècle. Et vous allez, Louis, nous raconter en 2 mots l'histoire, qui est une histoire chrétienne. Oui, tout à fait. Alors malheureusement, hein, nous finissons sur une touche extrêmement sombre, puisque Silence, le nouveau film de Scorsese, n'est absolument pas de nature à nous réjouir, ou alors, bon, peut-être ailleurs. Mais en tout cas, c'est un film effectivement qui prend pour cadre le Japon dans le cadre de sa... au XVIIe siècle, hein, donc à une époque où il est encore médiéval. Fin XVIe et début XVIIe, où nous sommes vraiment dans un Japon encore totalement médiéval, très fermé à l'étranger, sauf pour le commerce, notons-le tout de même. Des Hollandais, notamment aussi. Mais il faut savoir que il n'y avait pas que les Hollandais, il y avait aussi les Portugais depuis Goa qui parviennent au Japon et se disent il faut christianiser l'île, évangéliser. Et donc le cadre ici est celui de 2 jeunes prêtres jésuites qui sont envoyés donc depuis Lisbonne pour parvenir au Japon pour essayer d'avoir des nouvelles d'un ancien père, Ferreira, dont on n'a plus de nouvelles, on ne sait plus ce qui se passe. Et le Japon, depuis, a fermé complètement ses frontières, si j'ose dire, ses côtes, à toute immigration étrangère. Tout comme la Chine, d'ailleurs, à ce moment-là. Ce sont donc des ultra-réactionnaires. Ce seront des ultra-réactionnaires très méchants. Appelons ça des fascistes, pour rester dans le ton de l'actualité et en restant léger. Alors, je vous en prie, Louis, continuez. Alors, effectivement, c'est dans ce cadre-là. Et ces 2 jeunes prêtres, qui ont soif de perpétrer le message du Christ, rencontrent là des paysans, des pêcheurs, des gens
grande pauvreté, qui sont passionnés et n'ont jamais oublié l'arrivée des précédents prêtres. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une scène dont on comprendra un petit peu plus les effets par la suite, donc je ne veux pas gâcher la tension, mais il s'ouvre sur les tortures infligées sous les yeux de ce père Ferreira, joué par Liam Neeson, et face à ces tortures, il y a évidemment toute la question de la foi qui est mise en jeu. Donc c'est un film profondément chrétien sur les chrétiens et le rapport à la mission pastorale finalement de tout chrétien. Et qui va jusqu'à poser la question du faut-il abjurer sa foi pour sauver sa vie? L'apostasie. La question de l'apostasie qui pourrait être un débat d'une journée entière sur TV Liberté sans qu'on arrive, je pense, à donner la bonne solution, en tout cas la solution universelle. En tout état de cause, on peut se souvenir que Pierre lui-même, l'apôtre, bien entendu, pas le boulanger, l'apôtre lui-même a à plusieurs reprises renié sa foi chrétienne et il a pour autant ensuite fondé l'Église catholique de Rome. Effectivement. C'est tout de même un message assez fort. Et donc ici, c'est la même question. Et je pense que dans les milieux catholiques, beaucoup de gens vont échanger sur ce sujet. Apostasie, pas apostasie, jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on renoncer aussi? Faut-il renoncer pour sauver sa vie? C'est en tout cas un excellent message que porte ce film. Martin Scorsese nous avait habitués à des films un peu plus légers ou des histoires de temps en temps, d'ordre mafieux. Mais là, on a un sujet extrêmement puissant. C'est, je pense pour vous comme pour moi, le meilleur film de ce début d'année. C'est sûr, de très loin, plus prudents. Probablement sera-t-il un des meilleurs de l'année 2017, ne serait-ce que par son cadre, le Japon du XVIIe siècle. On est loin du film sur la Grande Muraille. En plus, ce sont de très très belles images. Il faut quand même le noter. Les décors sont absolument somptueux. Nous avons vraiment là un film, et c'est parfaitement joué. Andrew Garfield qui joue donc le jeune prêtre jésuite, confronté à cette explosion de violence dont il est en partie responsable aussi en tant que prêtre. Ce que cherche, il faut quand même le dire, le grand inquisiteur japonais, les grands seigneurs locaux japonais, ce qu'ils cherchent, ça n'est pas tant à réprimer les croyances populaires, cette croyance populaire qui est en train de se développer, qu'à réprimer l'implantation de cette croyance. Et donc c'est l'apostasie des prêtres qu'ils attendent, quitte à torturer jusqu'à leur couper la tête ou leur faire endurer les pires sévices, torturer sous leurs yeux les pauvres fidèles qui, eux, conservent leur foi intacte et refusent d'apostasier. Et même quand ils ont apostasié, ils se font quand même trucider. C'est quelque chose d'abominable. Et là où le génie de Scorsese est très fort dans ce film, c'est que, comme souvent d'ailleurs, Scorsese met en scène une situation extrêmement violente, extraordinairement extraordinaire justement, inhabituelle. Elle dépasse l'ordinaire, le cadre de l'ordinaire, et il la met en scène. Et c'est peut-être ce qui va choquer sans doute, et qui avait déjà choqué dans La Dernière Tentation du Christ, alors je ne sais plus si c'était en 86 ou en 88, qui avait choqué beaucoup de milieux catholiques. Sans doute par incompréhension justement de la part de ce que Scorsese veut faire passer. Scorsese met en scène une situation profondément dérangeante qui n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. C'est exactement, ça relève exactement des mêmes personnes qui disent « oui, moi, sous l'occupation allemande, je n'aurais jamais collaboré ». Oui, mais il faudrait d'abord que ces gens qui le disent la vivent, cette collaboration. On verra ensuite ce qu'ils feront. Et face à cette apostasie, que faut-il faire? Que ne faut-il pas faire? Il y a effectivement une solution extrême qui est choisie par ce jeune jésuite. Il réclame à ces ouailles d'apostasier, de marcher sur la figure du Christ, sur la représentation du Christ, ou de piétiner la croix. Il le leur demande pour sauver leur vie. Il me semble d'ailleurs que l'Église n'a jamais vraiment trouvé de solution pour cela. Il n'y a pas de solution miracle. La solution remonte, enfin, l'une des solutions remonte au temps premier même de l'Église, au moment après avoir apostasié, à la suite des persécutions. Il me semble que le pape avait posé qu'il fallait les réintégrer, ces gens-là, après un temps de pénitence. Il est plus facile de faire un temps de pénitence dans le cadre d'une scène, voilà, quand on est vivant et quand on est en terre chrétienne. Parce que quand on n'est pas en terre chrétienne, c'est beaucoup plus difficile. Et posons la question aux Nord-Coréens, où les chrétiens sont absolument réprimés, les Nord-Coréens vivent la pénitence
pénitence jour après jour depuis de bien longues années, mais c'est le paradis communiste que certains adorent. Évidemment, sur TV Liberté, nous défendons la liberté et donc pas vraiment le paradis communiste. Chers amis, donc nous vous conseillons Silence, Silence, si vous préférez en anglais, de Martin Scorsese, qui est vraiment donc un des meilleurs films de ce début d'année. Vous pouvez, pour rire, mais sans excès, aller voir Red Dingue, Jackie, si vous êtes fan, mais pas le soir si vous êtes seul, et La La Land, si vraiment vous cédez aux injonctions des affiches dans le métro, allez-y, mais vous pouvez économiser un peu d'argent. Allez plutôt acheter un gros gâteau à vos enfants pour partager un moment en famille, ça vous fera du bien et ça leur fera plaisir. Ou investir dans une ancienne comédie musicale, un petit qui date Absolument. un petit peu plus, et qui est celle de Lars von Trier, qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes, je crois que c'était en 2000 ou en 2001, en 2000 je pense, et qui la mérite vraiment dans tous les sens du terme. C'est une très belle comédie musicale, très forte, qui sort complètement des clichés, ou en tout cas de la comédie musicale telle ce qu'on pouvait voir. On peut évidemment toujours essayer d'aller voir West Side Story, qui est quand même une référence extraordinaire à voir. Absolument. Si on ne l'a pas vu, ou à revoir, quoi qu'il arrive. Mais si l'on veut changer, avoir vraiment une comédie musicale originale, il faut regarder Lars von Trier, Dancer in the Dark. Dancer in the Dark, qui est un excellent film, et qui est donc le vieux film, ou l'ancien film, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, mais on n'est pas non plus censé être prisonnier des années 30 ou des années 50, qui est donc l'ancien film à l'honneur cette semaine, et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de nos aventures cinéphiles. Bonjour chers amis de TV Liberté. Aujourd'hui, Anne Brassier m'a gentiment laissé les rênes du plateau et je reçois un auteur pour enfants et adolescents, Madame Francine Bay. Bonjour Francine. Bonjour Brigitte. Alors avant de parler de vos ouvrages, Francine, quel est votre parcours? Présentez-vous aux téléspectateurs. Je suis une mère de famille nombreuse, grand-mère maintenant de famille nombreuse. Et autrement, j'ai une formation de philosophe. Et voilà, j'ai aussi donné beaucoup de cours de catéchisme, enfin longtemps. Je m'occupais de la formation des enfants à la première communion, communion solennelle, confirmation, etc. À Port-Marly surtout. Oui. Et puis voilà, et puis depuis une vingtaine d'années maintenant, j'écris des livres pour les enfants et adolescents. Oui, enfants et adolescents. Alors vos livres sont essentiellement religieux. Oui, exclusivement. Exclusivement oui. Même. Oui. Comment est-ce que vous choisissez comment est-ce que vous choisissez les sujets que vous voulez traiter? Il y a deux façons de canaux. Soit une impulsion personnelle, j'ai vraiment envie d'écrire un livre sur tel ou tel sujet. Oui. Par exemple, c'est le cas du livre sur Saint-Bernard de Menthon, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Oui. Et autrement, il arrive souvent qu'un éditeur me demande, peut-être souvent même lié à l'actualité, par exemple pour l'année de la Miséricorde, c'était bien d'avoir un livre sur Sainte Faustine ou sur Fatima pour cette année. Voilà. Alors, vous avez été édité dans différentes maisons d'édition. On va commencer par vos dernières parutions chez Tekki, dans la collection Petit Pâtre. Petit Pâtre, c'est à partir de 6-7 ans? Oui, c'est ça, quand les enfants commencent à bien lire, jusqu'à 10-12 ans, je pense que ça les intéresse. Alors donc, centenaire oblige, puisque c'est le centenaire de Fatima. Il y a La Vierge de Fatima et le secret de la paix, qui est le récit des apparitions de 1917. Oui, et même de l'ange d'ailleurs. De l'ange aussi. L'année précédente, tout à fait, oui. Préparé, oui. Alors, c'est une très bonne introduction finalement pour connaître... Je pense, oui, j'ai essayé de rassembler là vraiment l'essentiel, enfin tout ce qui est important dans le message de Fatima, de suivre bien scrupuleusement l'enseignement de la Sainte Vierge à chaque apparition. Oui. J'ai donné le texte des prières et tout ça. Enfin, je pense que il y a les prières à la fin. Oui, c'est ça, la dévotion des 5 premiers samedis. La Sainte Vierge a attaché beaucoup d'importance à ça, à la dévotion à son cœur immaculé. Oui. Voilà, j'ai rassemblé tout ça dans ce petit livre. Oui, il est très joliment illustré par Anne-Charlotte Larocque. Anne-Charlotte Larocque, exactement, oui. Qui illustre également Sainte Faustine, la messagère de Jésus miséricordieux. Oui, c'est un livre qui était paru pour l'année de la Miséricorde. Voilà. J'espère aussi, je pense qu'il a rencontré un certain succès, oui. Oui. Alors, je ne connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout, un petit peu, mais pas vraiment. C'est vrai que c'est un message qui n'est pas très connu. C'est vrai. Le message de la Miséricorde. Justement, l'année de la Miséricorde a mis l'accent sur Sainte Faustine. Avec l'institution de la fête de la Miséricorde aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Oui.
qui est le deuxième dimanche de Pâques. De Pâques, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Sainte Faustine a été canonisée, je crois, ce jour-là. Aussi, voilà. Jean-Paul II. Donc, voilà, c'est Sainte Faustine, oui, qui mérite, qui gagne à être connue. C'est une très belle figure, oui. Vraiment, oui. C'est merveilleux. On sent l'amour miséricordieux, tout le cœur grand ouvert de Jésus pour toutes les âmes, surtout celles qui sont le plus éloignées de sa miséricorde. Voilà. Et qui rejoint justement Fatima avec la prière, voilà, où on prie pour les âmes qui ont le plus besoin de la miséricorde. Voilà, donc 2 petits livres très jolis, illustré donc par Anne-Charlotte Larocque. Et le dernier livre, c'est Mère Teresa, la joie de Calcutta aussi. Il est sorti à peu près en même temps, oui. D'ailleurs, au moment de la canonisation de Mère Teresa, au début septembre 2016. Oui, qui est une figure aussi, qui est une belle figure aussi. Magnifique, vraiment un géant de la sainteté, de la charité, vraiment une très belle figure, prix Nobel de la paix. Oui, tout à fait. Plus. Et puis c'est un sujet qui pour nous est important. Elle s'est tellement battue contre l'avortement. Aussi. Le jour même où elle recevait le prix Nobel de la paix, à fait. Elle a pris à partie les milliers de personnes qui l'écoutaient en leur parlant de l'avortement, en sensibilisant à ce problème. En redisant les choses. Oui. Alors nous allons parler maintenant d'un petit livre, d'une réédition de Saint-Bernard de Menthon dans la collection Sentinelle dès 11 ans. Oui, à peu près, parce que c'est un livre, là c'est comme un petit roman un peu, enfin le texte est tout à fait, il n'y a rien d'imaginaire, mais enfin il n'y a pas beaucoup d'illustrations à l'inverse des autres livres de la collection Petit Pâtre. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit des enfants qui lisent déjà bien. Il y a une illustration par chapitre, mais c'est un vrai livre là. Oui, un très beau livre. Saint-Bernard de Menthon, qui est une belle figure, peu connue, qui est un peu éclipsée peut-être par l'autre Saint-Bernard, qui est presque son contemporain, on faisait à peu près à la même époque. Et Saint-Bernard de Menthon, avec un H, Menthon est une ville qui est au bord du lac un village qui est au bord du lac d'Annecy, surplombé par un magnifique château, d'ailleurs qui appartient toujours à la famille de Menthon depuis 10 siècles. Ce que vous disiez, Oui, et Saint-Bernard, pour répondre à l'appel divin, a dû s'enfuir de ce château la veille de ses noces. Et alors, on imagine toute la consternation que ça a dû produire sur la famille, les invités, etc. Oui, c'est sûr. Et alors, c'est lui qui a instauré sur le col du Grand, ce qui est devenu après le col du Grand Saint-Bernard et le col du Petit Saint-Bernard, les hospices pour recueillir les pauvres gens avec les fameux chiens, etc. C'est une très belle... C'est une vie pleine d'aventures, vraiment extraordinaire. Qui plaira aux garçons, sans doute. Je pense, oui. Également, on va passer à une autre édition chez MAM. 2 très beaux livres, je dirais presque albums, en fait, dans l'esprit de la légende dorée. Donc, une anthologie mariale, finalement, on pourrait dire. Comme ça, Les belles histoires de la Vierge. Et en fait, vous avez beaucoup écrit sur la Sainte Vierge. Est-ce qu'on peut vous présenter comme un auteur marial ? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. C'est vrai que j'ai un immense amour de la Sainte Vierge, mais sans doute trop petit, sans doute, pour celui qu'elle nous porte à nous. Je me sens bien petite, mais c'est vrai que on me présente souvent comme... C'est vrai, parce que j'ai écrit beaucoup de livres sur la Sainte Vierge. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, ce livre sur la Sainte Vierge, il est très bien. Donc, vous présentez la vie de la Sainte Vierge, de ce qu'on sait en tout cas. Le premier chapitre, c'est ça, sur la vie de la Sainte Vierge. Le dernier, c'est sur sa maison à Éphèse, qui était toujours un lieu de pèlerinage depuis presque les temps apostoliques, parce que c'est là qu'a eu lieu l'Assomption. C'est là qu'elle vivait avec Saint Jean, à Éphèse. Et puis après les autres chapitres, il y a les plus célèbres apparitions de la Sainte Vierge, et puis l'histoire des grands sanctuaires, comme Notre-Dame du Puy. Alors Notre-Dame de Lorette, justement, c'est Notre-Dame de Lorette. Oui, Notre-Dame de Lorette, c'est très connu. Notre-Dame de Lorette, tout le monde. Il y a une station de métro qui s'appelle Notre-Dame de Lorette, enfin tout le monde connaît. Et finalement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'histoire extraordinaire de Notre-Dame de Lorette. En réalité, ce sont les véritables murs de la Sainte Famille, enfin la maison où a eu lieu l'Annonciation et ensuite où a vécu la Sainte Famille, qui ont été transportés en Italie au moment où les Sarrasins envahissaient la Terre Sainte. Donc ils sont maintenant en Italie, à Lorette, un petit village, une petite ville qui est à côté d'Ancône, sur la côte adriatique. Et alors, ce qui est amusant, c'est que cette translation a eu lieu sous les auspices de la famille des Angeli, qui est une famille italienne assez riche. C'était, je crois, un cadeau de mariage, d'ailleurs, à cette époque-là. Mais il y a eu une méprise, peut-être, je ne sais pas. Enfin, on a cru très longtemps et on a raconté qu'elle avait été transportée par les anges, parce que c'était la famille des Angeli. Donc, on a raconté, et ce qui vient à tel point que Notre-Dame de Lorette est la sainte patronne des aviateurs.
Oui, mais pourquoi pas. Enfin, oui, c'est intéressant. Et alors, ce qui est amusant, très intéressant, je trouve, c'est que les murs de la maison de Lorette s'imbriquent, enfin, les archéologues se sont penchés sur ce qui reste de la maison de Nazareth, où vivait la Sainte Famille, où a lieu une association. Et les murs se rejoignent complètement. Enfin, les archéologues ont montré que ce sont vraiment, exactement, ce sont vraiment les deux parties. Donc, voilà, c'est vraiment une très belle histoire. Voilà. Oui. Alors, un autre album, une autre anthologie presque aussi, chrétienne et française cette fois, sur les belles histoires des saints de France. Donc vous suivez finalement la chronologie en parlant des premiers évangélisateurs de la Gaule d'abord et puis de la France après. Et après, alors voilà, tous les grands saints de France. Mais j'ai voulu rendre hommage aux premiers, ceux qui ont vraiment évangélisé la Gaule. Parce qu'on a souvent tendance à dire, ça commence avec, à Lyon, avec Sainte Blandine, Saint Potin, etc., Saint Irénée. Mais c'est méconnaître quand même d'abord la barque qui est arrivée de Palestine, avec Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Sainte Marie de la Mer. Exactement, l'évangélisation de la Provence, quand même, c'est extraordinaire. C'est vraiment là que tout a commencé. Et puis ensuite, tous ces, sans doute, qui faisaient partie des 72 disciples de Jésus, envoyés par Saint-Pierre, il en a envoyé un peu partout, il en a envoyé en Gaule. Parmi eux, il y avait par exemple Saint-Front, qui est peu connu, mais j'ai voulu lui rendre hommage, parce que quand même, il a évangélisé, un peu comme Saint-Martin, il a sillonné toute la Gaule, à tel point qu'il y a des villes, dans l'Aisne, il y a Neuilly-Saint-Front, en Normandie, Domfront, et finalement, il est saint patron de la cathédrale de Périgueux, par son nom, parce qu'il a vraiment sillonné. Bon, et puis j'ai voulu parler aussi de, je sais pas, Saint-Austremoine, Saint-Nectaire, c'est pas seulement du fromage, Saint-Nectaire. C'est les premiers évangélisateurs de l'Auvergne. Et alors, il y en a un qui est très amusant, c'est Saint-Tropez. Ah oui, Saint-Tropez. Ah oui, Saint-Tropez. Alors, saviez-vous qu'il était gendarme? Non, voilà, on l'apprend grâce à votre livre. Caius Tropetius était gendarme au service de Néron. Et Néron l'appréciait énormément, il était très gradé, d'ailleurs Néron avait toute confiance en lui. Mais le jour où Néron s'est aperçu qu'il était devenu chrétien, sans état d'âme, il l'a fait décapiter. Ses reliques ont été jetées à la mer, c'était à Pise, parce qu'il avait refusé de venir avec l'empereur honorer la déesse Diane. Et ses restes ont été jetés à la mer, sans doute avec son nom, Caius Tropetius, et sont arrivés dans le golfe qui est maintenant de Saint-Tropez. Donc voilà, ça a donné lieu, voilà. Mais la patronne des gendarmes, ça n'est pas Saint-Tropez. Non, c'est Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, voilà. Donc ces deux livres sont très joliment illustrés. Un très beau peintre d'icône là pour peintre d'icône, je pense qu'on dit, parce qu'on dit qu'on écrit une icône. Oui, c'est vrai. Voilà, donc peintre d'icône, donc c'est très joli. C'est vrai que c'est. Il a beaucoup de talent. Voilà. Et puis donc pour la Sainte Vierge aussi, très jolies illustrations. Très beau, c'est vrai. Voilà. Une très belle couverture. Donc deux très très beaux livres. Alors on va passer à la troisième maison d'édition, les éditions Transmettre, avec Saints et miracles eucharistiques, qui est un florilège sur les saints et les miracles sur la présence réelle. Oui, j'ai voulu rassembler un peu là toutes les histoires que je racontais aux enfants que je préparais à la première communion, à la communion solennelle. Donc, tous les saints tous les saints avaient une dévotion eucharistique, bien sûr, mais il y en a quelques-uns qui avaient quand même une mission particulière, comme, je ne sais pas, Saint Tarcisius, Sainte Marguerite Marie, la bienheureuse Imelda. Enfin, il y a des saints qui ont vraiment marqué qui sont vraiment associés à l'Eucharistie. Avec des miracles eucharistiques. Et puis aussi des miracles eucharistiques, oui. Alors, il y a l'origine de la fête Dieu, par exemple, avec le grand miracle de Bolsena, le miracle de l'Anciano, le miracle le plus connu, sans doute, oui. Et les haricots du Saint-Sacrement, aussi, oui, tout à fait, connaissent, voilà. Et puis le dernier chapitre est consacré au calice de la Seine, qui est une très belle relique, qui est le calice dont Jésus s'est servi pour la Seine. Et qui a été après enrichi au cours des siècles. Il y a toute une histoire magnifique qui fait qu'il est maintenant dans la cathédrale de Valence en Espagne. Voilà. Et quand le pape Jean-Paul II et le pape d'ailleurs Benoît XVI aussi sont venus à Valence, ils ont célébré la messe avec le calice dont s'était servi Jésus. Oui, c'est très très beau. Oui. On va s'arrêter un tout petit peu plus sur votre dernier, qui est la petite histoire de l'Église. Alors il est très bien fait, il est très complet, il est très clair. Pour plus grands, plutôt. Hein. C'est vraiment adolescents. Oui, pour adolescents. Voilà, oui, j'ai voulu l'écrire pour les adolescents. Voilà. Alors, je suis même étonnée de voir souvent de jeunes pères de famille, même, des trentenaires, enfin, je ne sais pas, qui me disent « Ah, mais j'ai lu ça. Mais de ça leur avait plu, ça m'a fait plaisir. Ça se lit comme un roman, il est très très bien. En plus de ça, vous mettez en encadré quelques anecdotes. Ah oui, c'est très important, je crois. Certaines sont très très drôles, dont Sacum.
Oui, Sympa-Comme, vous voulez dire Sympa-Comme, peut-être, oui, plutôt, oui. qui évangélisait l'Égypte, Oui. voilà, qui visitait les premiers monastères. Et il avait trouvé un taxi qui était assez original, mais très efficace. Il traversait le Nil sur le dos d'un crocodile. Voilà, exactement. Donc, Voilà, il y a beaucoup de petites anecdotes ou de citations, enfin d'explications aussi pratiques. Oui. Par exemple, le calendrier julien, le calendrier grégorien, des choses comme ça. Quelquefois, les gens L'origine des crêpes. Oui, l'origine des crêpes. L'origine des crêpes le jour de la Chandeleur. Oui. Voilà, et puis c'est un livre qui est, enfin, je pense, facile à utiliser parce qu'à la fin, il y a un index quand même qui est très bien, très fourni. Et puis j'ai voulu mettre un tableau des aides-mémoires des dates importantes, les principales encycliques avec leur auteur, sur quel sujet, les dates, etc. Les principales hérésies. Quelquefois, on s'embrouille un peu, on ne sait plus trop, monothéisme, arianisme, etc. Donc, j'ai fait un petit tableau récapitulatif à la fin, je crois qu'il est utile. Oui, avec toute la liste des papes. Voilà, la liste des papes aussi, oui, dans l'ordre. Il y en a 266. Donc j'ai voulu que les adolescents aient surtout de vrais arguments quand on leur parle des croisades, de l'Inquisition, etc. C'était une nécessité pour vous d'écrire un livre comme ça ou... Alors ça, c'est amusant. Il est sorti en réalité, je ne l'aurais peut-être pas entrepris comme ça d'emblée, parce que c'était quand même un gros travail qui a duré 3 ans. Oui, en effet, ça a été... Mais en réalité, c'est l'éditeur Transmed qui édite la petite revue Transmed, que vous connaissez sans doute, et qui m'a demandé pour chaque mois un chapitre. Donc, en réalité, ça s'est étalé sur 3 ans. D'accord, j'ai commencé, et puis après, le fil s'est dévidé. Et puis voilà, je suis arrivée jusqu'à la fin, au bout des 3 ans. Et donc, après, nous l'avons rassemblé dans ce petit livre. Après, je l'ai enrichi, parce que comme c'était un livre, j'avais plus de place que dans la petite revue. Oui, c'est sûr, oui. Donc voilà, j'ai ajouté les petites anecdotes, enfin, tous les petits... Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Francine Bay, pour tous ces livres qui sont très, très intéressants. Je vous les conseille, chers téléspectateurs, pour vos enfants, pour des premières communions, des communions solennelles. Ça fait des très beaux cadeaux. Tous ces livres sont disponibles alors sur Internet, sur le site de Livres en famille, mais vous en avez d'autres également comme chiré.fr ou La Procure. Et vous les trouvez également dans les bonnes librairies. Merci beaucoup, Francine Bay, d'être venue nous présenter vos livres. Merci, Brigitte. Merci, chers amis de TV Liberté. À très bientôt pour une nouvelle émission. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoniale, nous avons la chance de retrouver Françoise Monestier. Bonjour Françoise. Bonjour Anne. Qui va évoquer la fermeture du musée des Beaux-Arts de Chartres. Alors nous sommes dans un temps où l'on ferme les musées. Oui, on ferme les musées. Le musée est fermé par la volonté délibérée du maire de Chartres, Jean-Pierre Georges, qui est accessoirement candidat à la présidence de la République, lui aussi, et qui est rapporteur au sein de la commission des finances, rapporteur du budget du patrimoine. Et le maire de Chartres s'est permis le 1er janvier de mettre la clé sous la porte de son musée, qui est un musée de France, qui est un très joli musée, un musée qui était abrité par l'ancien palais épiscopal de Chartres, qui est la propriété du département. Depuis la funeste loi, la funeste loi de 1905. Ah, depuis la loi de 1905, oui. Et donc, il a décidé de fermer ce musée en prétextant que sa visite pouvait compromettre la sécurité de ses visiteurs. Ça, c'est l'argument fatal. L'argument massu, pour une l'argument église fatal. Comme pour un musée, c'est attention à la sécurité. En réalité, il semblerait que la mairie de Chartres et les différents maires qui sont succédés, depuis que ce musée est ouvert en 1938, n'ont pas respecté les obligations d'entretien, puisque ce musée était lié au département par un bail amphithéotique, donc un bail de 99 ans, qui l'obligeait à entretenir ce musée. Et donc ce musée
n'a pas été entretenu ou a été tout au moins très mal entretenu. Mais ce musée se visitait encore il y a 1 mois et demi ou 2 mois, et ce musée ne présentait pas les risques qui sont évoqués par le maire. Ou tout au moins, il aurait pu condamner certaines salles et faire les travaux qui étaient nécessaires pour que ces salles soient à nouveau visitables. Mais en réalité, depuis des années, il a entreposé les collections dans les sous-sols du musée. Mais je pense surtout aux pèlerins de Chartres qui visitent Chartres, qui visitent la cathédrale et qui évidemment ont visité ce musée qui est tout à fait à côté, puisque c'est l'ancien palais épiscopal, comme je viens de vous le dire. Et donc, le musée et la cathédrale étaient un couple, si j'ose dire, si j'ose employer ce terme. Et ce couple a été défait par la volonté d'un maire qui se targue de connaître et d'aimer le patrimoine, mais qui prive et les habitants de Chartres et tous les visiteurs de ce musée de très belles collections. Mais le maire n'en était pas à son premier essai, puisque il y a 1 an, il avait fermé un autre musée, qui était un musée consacré à l'histoire naturelle, aux sciences naturelles. Alors, il a fermé ce musée, à Chartres également. À Chartres aussi, oui. Il l'a fermé. Mais est-ce qu'il n'a pas un projet de musée d'art contemporain, ou est-ce qu'il n'a pas eu des envies Non, il se targue d'avoir un projet muséographique. Alors, on ne sait pas ce que cache ce terme de projet muséographique. C'est quand même fantastique, le jeu des mots, quand même. Il ferme un musée pour un projet muséographique. Muséographique, là, on se gratte la tête. Alors, il a un musée muséographique. Il en a parlé dans les colonnes de l'Écho républicain, qui est le journal de la région. Il en a parlé en des termes plutôt curieux. Alors, tout d'abord, ce maire se targue évidemment d'être le rapporteur du budget patrimoine à la commission des finances de l'Assemblée. Et donc, à ce titre, il pense savoir la science infuse et savoir ce que l'on peut et ce que l'on doit faire dans les musées. Mais en même temps, il n'est quand même pas sûr de lui, puisqu'il dit « J'ai demandé aux spécialistes du patrimoine de venir m'aider à éclaircir la situation sur le musée ». Bon, la situation était pourtant claire. C'est un musée qui avait de très belles collections, qui surtout possédait... Dans ce tableau, donc, devant l'eau. Oui, aussi des tableaux de Vlaminck, de Chardin, de l'Argilière, de Hyacinthe Rigaud. Et il avait surtout un inoubliable philoctète sur l'hymne de Lemnos qui avait été peint par Drouet. Et il avait quelque chose qui aurait pu être, qui était en ce moment, je pense, très important pour nous. C'était un vers dit de Charlemagne qui était en provenance de Syrie. Donc, ce vers est magnifique, on pouvait le voir. Maintenant, privé de Charlemagne et privé de vers, et c'était un symbole actuellement qui aurait pu au moins l'empêcher de fermer son musée. Mais il a quand même des projets. Et les gens de Chartres n'ont pas du tout réagi. Mais si, les gens de Chartres ont réagi, et surtout la personne qui a réagi en premier, c'est le président du Conseil général d'Eure-et-Loire, Albéric de Montgolfier, dont le père a été le conservateur du musée Carnavalet, oui. qui est un ami des arts, un ami du patrimoine, qui ne comprend pas la muséophobie du maire de Chartres, et qui est évidemment contrarié, comme tous les Chartrains sont contrariés de cette fermeture, mais il ne s'était pas contenté de fermer le musée, puisqu'en même temps, il avait fermé les jardins de l'évêché. Ah oui. Les jardins de l'évêché maintenant, mais les jardins de l'évêché ont été quand même rouverts par le département. Et donc, on peut visiter les jardins du musée, les jardins de l'évêché à Chartres, mais on trouve porte close. Un autre musée, Françoise Monestier, est en grand danger, c'est le musée des tissus de Lyon. On en avait parlé, on en avait parlé, consacré toute une émission. Qu'est-ce qu'il en est
de nouveau musée risque de mettre la clé sous la porte dans peu de temps, pour la bonne et simple raison que Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui est par ailleurs un soutien appuyé de monsieur Macron, Gérard Collomb a qualifié ce musée de mistigris. Oui. Et a clairement avoué sa préférence pour le musée des Confluences. Évidemment, quand on connaît les options politiques du maire de Lyon, on ne peut que comprendre qu'il préfère un musée comme le musée des Confluences, qui est un peu l'équivalent du Mucem à Marseille, ou de tous ces musées qui... Ou du musée du Quai Branly. Ou du musée du Quai Branly. C'est curieux, qui privilégie ce que l'on appelle les arts premiers et le contemporain. Et le contemporain. Oui, sur un passé qui est quand même d'une richesse inouïe. Et surtout sur ce musée des tissus de Lyon, qui est, je crois, le musée au monde qui réunit des pièces extraordinaires qui remontent jusqu'à la plus haute... Enfin, je pense en particulier au tissu copte et à toute la richesse de ce musée. Et en plus, Lyon étant la capitale de la soierie, la capitale de la soie... éminemment symbolique. C'est un crime contre le bon goût, c'est un crime contre le patrimoine, c'est un crime dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Là, je crois qu'il y a une pétition très importante. Il y a une pétition qui reçoit... sur Internet. Et il y a aussi une pétition qui circule concernant le musée de Chartres. Donc deux pétitions. Donc, à vos plumes, amis de TV Liberté. Oui, je voulais aussi préciser que le maire de Chartres, qui se targue de consacrer 38% de son budget au patrimoine, a une idée, j'allais dire fumeuse. Il veut créer un centre d'interprétation de la cathédrale de Chartres. Oh là là, oui. Alors, mais il est quand même bien embêté parce que la cathédrale lui échappe, puisque la cathédrale appartient à l'État. Oui. Et donc, il veut, autour de la cathédrale, créer un centre, mettre à jour des fouilles autour de la cathédrale, contrairement d'ailleurs au maire de Toulouse qui, lui, refuse absolument que des fouilles soient menées autour de Saint-Cernin. Mais revenons au maire de Chartres. Il veut donc que, jour et nuit, non pas jour et nuit, mais que les touristes qui visiteront la cathédrale puissent voir les archéologues en action et puissent donc voir les archéologues fouiller ce qui peut encore exister autour de la cathédrale. Mais une fois que les fouilles seront terminées, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Mystère. Mais il a la folie des grandeurs, puisque ces travaux sont estimés à 15 millions d'euros. Oui, on comprend donc pourquoi il faut fermer. 15 millions d'euros. Il n'a plus d'argent pour le budget du fonctionnement. On comprend pourquoi. Alors, il demande évidemment l'aide de la région, l'aide du département, puisque s'il veut réaliser ses travaux, il a vraiment besoin d'un argent formidable. Et il s'attend surtout à ce qu'il y ait des centaines de milliers de visiteurs par an pour visiter ce centre d'interprétation. C'est ça qui est d'inquiétant, c'est quand tous ces fonctionnaires croient qu'ils peuvent créer au lieu de gérer seulement ce que les anciens nous ont légué. Nous ont légué, oui. Et la création est chose difficile. La création est... Oui, mais surtout, il faut aussi rappeler qu'il y a quelques années, l'ancien conservateur du musée de Chartres avait souhaité rassembler dans le musée des éléments du trésor de la cathédrale pour montrer que ces deux entités, que le musée et la cathédrale avaient partie liée. Et cette exposition temporaire a été
a été... Rencontré beaucoup de succès? Non, elle a rencontré beaucoup de succès, mais surtout ce qui est scandaleux, c'est que le maire a ordonné que cette exposition soit arrêtée au bout d'à peine une semaine. Ah oui. Et ça, c'était il y a une dizaine d'années, je crois. Il a un problème avec le sacré? Peut-être. Hein. Il a peut-être un problème avec le sacré. Françoise Monestier, merci beaucoup de toutes ces informations. Merci Anne. Et chers amis de TV Liberté, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est aller sur vos écrans et apporter votre aide. Signer les deux pétitions. Ces pétitions, faites-les signer. Il faut se battre pour que ces merveilles demeurent et que nous puissions continuer à en parler et à les visiter. Merci beaucoup Françoise Monestier. Merci Anne Brassier, à bientôt. À bientôt, chers amis de TV Liberté, pour une autre chronique de Perles de Culture.